Donc, je vous disais qu'on coupe intentionnellement les caméras et les micros afin d'assurer une bonne qualité d'écoute à tous. Donc, ce webinaire est prévu pour durer 1h30, sachant qu'on consacrera les 30 dernières minutes à répondre à vos questions. Alors, je vous invite à poser toutes vos questions via le chat tout au long de la présentation. Si on n'a pas l'occasion de répondre à tout le monde, vous inquiétez pas, on enverra la liste des questions-réponses ainsi que le support de présentation. Alors, excusez-moi, je vais juste peut-être ôter le casque parce qu'effectivement, je m'entends en écho, c'est pas vraiment très agréable. S'il y a la moindre difficulté pour vous à nous entendre, n'hésitez pas à nous le mettre en chat. Donc, je vous disais qu'on vous fera parvenir la liste des questions-réponses effectivement par mail, ainsi que le support de présentation d'aujourd'hui et un questionnaire de satisfaction. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir prendre quelques minutes pour répondre à ce questionnaire de satisfaction. Ça nous permettra, dans un premier temps, de nous améliorer, mais également de vous proposer d'autres formats plus proches de vos attentes. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous faire part sur ce questionnaire des thèmes que vous souhaiteriez voir abordés lors de nos prochains événements. Alors, je vais vous partager immédiatement donc, le PowerPoint que nous allons donc vous diffuser aujourd'hui. Donc, le sommaire s'affiche à votre écran. Donc, nous verrons dans un premier temps les prérequis en DSN événementiel, ainsi que le paramétrage et les anomalies qui en découlent. Nous verrons également la réalisation des différents signalements, le tableau de bord et ses spécificités. Et enfin, nous survolerons assez rapidement l'offre digitale donc de l'assurance maladie. Alors, la DSN, vous savez tous désormais que c'est un fichier mensuel qui est produit à partir de la paye et qui va être le reflet parfait de la situation de vos salariés au moment où la paye est réalisée. Cette DSN mensuelle, comme vous le savez, doit être déposée à des dates butoirs bien spécifiques, le 5 ou le 15, en fonction de la taille de votre entreprise, et elle s'accompagne de signalements d'événements que vous réalisez au fil de l'eau, en fonction des événements qui viennent ponctuer la vie de votre salarié et qui ont donc une incidence sur la paye. Donc, un signalement d'arrêt doit être réalisé dans les 5 jours à partir du moment où vous êtes averti. Les avantages de la DSN. Donc, c'est simple, c'est facile et c'est rapide. C'est simple, pourquoi? Parce que tout simplement, vous allez utiliser un outil que vous maîtrisez totalement et qui se trouve dans votre environnement de travail, c'est le logiciel de paye. Effectivement, vous oubliez tous les supports que vous avez utilisés par le passé, c'est votre seul moyen pour réaliser les signalements d'événements. C'est facile car en quelques clics, finalement, ce signalement est réalisé et c'est rapide puisque l'assurance maladie va payer beaucoup plus rapidement les indemnités journalières. Donc, au-delà de ces avantages pour votre entreprise, sachez que vous allez également fiabiliser et sécuriser les données que vous allez transmettre à l'assurance maladie. Des données sécurisées et fiabilisées signifient moins de risques d'erreur, donc moins de contentieux et donc une absence de pénalité. Et l'avantage majeur concerne la pérennisation des droits de vos salariés. Alors, bien évidemment que pour réaliser la DSN, il faut un logiciel, pas n'importe quel logiciel, un logiciel qui soit compatible avec une norme NeoDES dont je vous reparle dans quelques minutes. Il faut bien évidemment être inscrit au service DSN et avoir souscrit donc le service et il faut avoir fait vérifier la conformité de ces sirettes. Alors, bien évidemment que vous êtes en DSN depuis maintenant quelques temps et que forcément vos sirettes ont été vérifiées. Pourquoi je vous parle des sirettes finalement aujourd'hui? Tout simplement parce que dans la vie d'une entreprise, parfois, il y a du changement. Vos établissements peuvent être amenés à déménager ou vous pouvez tout simplement créer de nouveaux établissements. Et quand on est une entreprise avec plusieurs établissements, il faut savoir que c'est une DSN par numéro de sirette. Et il faut absolument que ces nouveaux sirettes soient reconnus par le système DSN pour que vous puissiez les passer. Alors finalement, comment va-t-on contrôler un sirette? Tout simplement via un outil qui est disponible sur Net Entreprise qui s'appelle DSN Control Sirette. Donc vous vous connectez, vous allez sur votre menu personnalisé, sur la partie qui s'appelle vos services complémentaires et vous utilisez donc
l'outil en question. Donc, deux résultats possibles, soit le SIRET est reconnu et vous passez votre DSN sans aucune difficulté, soit le SIRET n'est pas connu, à ce moment-là, c'est un peu plus compliqué. Si vous êtes dans le cadre d'un déménagement et que le SIRET a été modifié, tant que le SIRET n'est pas reconnu, le conseil que je vous donne, c'est de passer vos DSN avec l'ancien SIRET. Au moment où le SIRET sera reconnu, à ce moment-là, vous passerez la DSN avec le nouveau SIRET. Concernant les créations d'établissements, il est vrai que parfois, le circuit administratif peut être plus ou moins long avant d'aboutir et il est vrai aussi qu'une DSN exige absolument que le numéro de SIRET soit reconnu par le système. Vous savez qu'aujourd'hui, si vous ne passez pas la DSN mensuelle au bout de 3 mois, vous encourez des pénalités financières. Or, dans ce cas de figure particulier, il y a une tolérance. Sachant que le circuit administratif est plus ou moins long, le conseil qui vous est donné, c'est de produire vos DSN sur votre logiciel, puisqu'effectivement, c'est une obligation, mais vous ne les émettrez qu'au moment où le SIRET sera actif. Alors, depuis le 1er janvier 2019, la DSN, c'est devenu l'unique moyen donc, de déclarer ses cotisations sociales et de gérer le prélèvement à la source sur l'impôt sur le revenu. Donc, vous savez que qui dit DSN dit forcément logiciel. Donc, certaines petites entreprises et associations ne bénéficient pas de cette solution. Donc, pour pallier à cette absence de logiciel, il y a les dispositifs qui s'affichent à l'écran. Je vous en ai parlé en module initiation, donc je ne vous en reparle pas aujourd'hui. Je voulais juste vous apporter une petite précision, sachant que certaines fédérations professionnelles ont mis en place certaines solutions qui pourraient correspondre à votre organisation. Donc, n'hésitez pas à aller finalement regarder sur Internet si vous pouvez trouver quelque chose de plus intéressant. Le paramétrage du logiciel. Alors, c'est la clé de voûte de la DSN, le paramétrage. Il faut savoir que le paramétrage du logiciel, c'est un enjeu majeur pour votre entreprise afin que vous puissiez passer les DSN sans anomalie. Donc, je vous le disais en introduction, je vous l'ai dit également en initiation, le logiciel doit correspondre à une norme spécifique qu'on appelle la norme NeoDes. Alors, finalement, cette norme, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement donc une norme d'échange optimisée des données sociales. Elle va venir structurer tous les éléments qui sont issus de la paye et qui vont être nécessaires aux organismes de protection sociale comme nous, donc à l'assurance maladie, pour pouvoir payer nos prestations. Donc, cette norme, finalement, elle va être une sorte de description, comme ça, technique, de tous les éléments qui vont venir caractériser la paye. Donc, toutes ces données, tous ces éléments qui vont caractériser la paye, qu'est-ce que c'est finalement? C'est le nom du salarié, son prénom, c'est son salaire brut, ses cotisations, son prélèvement à la source, enfin, tous les renseignements finalement qu'on trouve sur une fiche de paye. Tous ces éléments vont être décrits donc dans des rubriques, et toutes ces rubriques vont être contrôlées, d'où l'intérêt d'un paramétrage parfait pour passer la DSN. Alors, bien évidemment que le paramétrage n'est pas forcément chose facile. Initialement, ça s'adressait directement aux éditeurs de logiciels. Or, aujourd'hui, il est vrai que certains éditeurs proposent des formations accélérées au paramétrage pour que vous puissiez le faire vous-même. En tout cas, pas de panique. Sachez qu'il existe un cahier technique qui est mis à votre disposition sur le site DSN Info. Ce cahier technique, en général, il est édité une fois par an. Si toutefois des gros changements majeurs structurants sur la DSN devaient avoir lieu, il est possible qu'on en édite un entre deux. Mais la plupart du temps, c'est un cahier technique par an et entre deux cahiers techniques, à chaque nouveau cahier technique, en fait, vous allez avoir ce qu'on appelle une note différentielle qui va venir donc vous apporter les informations, les nouvelles informations qui sont apparues sur le deuxième cahier pour vous éviter finalement de relire tout le premier cahier technique puis tout le deuxième cahier technique. Et vous avez également ce qu'on appelle un journal de maintenance de la norme qui, quant à lui, va venir lister toutes les évolutions à prendre en compte sans qu'elles soient forcément inscrites sur le cahier technique. Alors, on va rentrer dans le détail dans la structure de la DSN. Je vais vous expliquer finalement comment est composé le message DSN et à quoi correspond ce que vous nous faites parvenir tous les mois via vos fichiers DSN. Donc, la DSN, il faut savoir qu'elle est structurée donc, en blocs thématiques qui sont eux-mêmes divisés en rubriques et les rubriques vont porter des informations. Alors, regardez bien à l'écran, vous voyez sur la partie inférieure, donc,
la DSN, elle est en fait découpée en ce qu'on appelle structure, ici vous voyez S21, en groupe, en bloc et en rubrique. Alors, il est vrai que vous voyez donc ici structure, groupe, bloc et rubrique. Je vous le disais en initiation, la DSN, c'est une photo de la paye et c'est totalement la réalité. C'est ce qui est d'ailleurs illustré à l'écran. Si vous regardez bien ici, la partie, le bloc vert, c'est écrit logiciel de paye. Ça correspond à une fiche de paye. Et vous avez la conversion des éléments qui sont sur la fiche de paye en données DSN via cette fameuse norme qu'on appelle la norme NeoDes. Regardez la première ligne. Si on la lit finalement, alors regardez bien, ça se lit à l'envers, dans la rubrique 1 du bloc 6 du groupe 00 de la structure 21, l'information qui est attendue, c'est le numéro de sirène. Et toutes les informations de la paye vont être codifiées et retranscrites comme ça en information DSN. Regardez ici, par exemple, dans la rubrique 6 du bloc 52 du groupe 00 de la structure 21, l'information qui est attendue, c'est le numéro de contrat. Donc, vous l'aurez compris, dans la DSN, en fait, tout est codifié. Donc, elle est structurée, je vous le disais, en blocs thématiques. Et ces blocs sont eux-mêmes divisés en rubriques. Et tous ces blocs, finalement, vont nous apporter des informations concernant, vous le voyez ici, l'entreprise, le salarié, le travail et les salaires. Donc, à l'écran s'affichent tous les blocs qui sont indispensables à l'assurance maladie pour pouvoir payer ses prestations. Vous voyez ici les blocs, donc 6, 11, 30, 31, 40, 41, etc. Tous ces blocs sont des blocs qui ont été paramétrés en amont avec votre éditeur de logiciel. Et il y a ce fameux bloc 60 qui est à votre main que vous complétez quand vous réalisez un signalement d'événement dont je vous ai parlé en détail lors du module initiation. Alors, les informations qui sont attendues dans ce bloc sont par exemple le motif de l'arrêt de travail, le dernier jour de travail, la date de fin prévisionnelle et les dates de subrogation. Donc finalement, comment se reconstitue une attestation chez nous? Au moment où vous allez réaliser votre signalement d'événement et que vous allez remplir donc ces renseignements du bloc 60 qui en fait correspondent tout simplement à votre onglet arrêt de travail sur votre logiciel de paye. Une fois que vous allez valider ces éléments-là, le système va aller rechercher dans cette grande base de données où sont archivées toutes les informations que vous nous avez transmises précédemment, telles que, par exemple, ici, vous le voyez, les rémunérations, les heures travaillées, les salaires rétablis. Donc, les informations de la base de données avec les informations donc, du signalement vont fusionner et vont reconstituer chez nous une attestation de salaire. Alors, le salaire rétabli. Donc, dans quel cas rétablit-on un salaire? Lorsque votre salarié se met en arrêt, on se base sur les mois de référence. Enfin, les mois de référence sont les mois qui précèdent pour calculer son indemnité journalière. Or, quand ces mois ont été amputés d'une certaine partie, il est de votre responsabilité de rétablir le salaire afin qu'on puisse payer le plus justement possible les indemnités journalières. Ce salaire rétabli relève d'un paramétrage que vous avez réalisé avec votre éditeur de logiciel. Et vous voyez, c'est l'alimentation ici du bloc 51 de la rubrique 3. Alors, dans quel cas, finalement, rétablit-on un salaire? Donc, on rétablit un salaire quand le salarié, par exemple, a été au chômage partiel ou au chômage, quand il a été en congé, mais que vous ne l'avez pas payé, que c'était donc une absence autorisée, qu'il a pris donc un congé non payé, quand il s'agit par exemple d'une nouvelle embauche. Il y a énormément finalement de catégories dans lesquelles on rétablit un salaire. Et dans quel cas ne rétablit-on pas un salaire? On ne rétablit pas de salaire lorsque l'absence n'a pas été autorisée par l'employeur et lorsqu'elle n'a pas été payée. Donc, les deux conditions sont cumulatives. Alors, si vous voulez plus de renseignements sur le salaire rétabli, sachez qu'il existe une fiche technique sur DSN. On vous met le lien en barre de chat. Alors,
Je voulais vous parler d'une anomalie spécifique qu'on rencontre souvent à l'assurance maladie concernant le salaire rétabli. Je vous l'expliquais, ça relève, donc déjà ça vous incombe, c'est de votre responsabilité effectivement de paramétrer correctement cette information avec l'éditeur de logiciel. Lorsque l'attestation nous arrive, si le salaire établi est mal reconstitué ou pas du tout reconstitué, on va forcément vous faire un rejet vous indiquant que les informations ne sont pas suffisantes pour traiter l'attestation. Rappelez-vous, en module initiation, je vous avais expliqué que quand vous vous étiez trompé sur une DSN événementielle, ce n'était pas problématique. Il suffisait de nous faire une annule et remplace et vous corrigiez le problème. Cette information était exacte, mais elle relève uniquement du cadre du bloc 60, c'est-à-dire que si vous êtes trompé sur un dernier jour de travail, sur une subrogation, vous pouvez faire une annule et remplace. Mais si l'anomalie concerne le salaire rétabli, ça relève d'un paramétrage automatique. Donc là, l'annule et remplace ne permettra pas de résoudre le problème. Donc, le premier réflexe que vous devez avoir, c'est de réaliser une attestation sur Net Entreprise afin qu'on puisse payer les indemnités journalières et 2, c'est d'appeler immédiatement votre éditeur de logiciel afin qu'il corrige l'erreur et qu'il vous fasse parvenir donc une version corrective du logiciel. Le SIRET centralisateur. Donc, dans quel cas utilise-t-on un SIRET centralisateur? Donc, si vous êtes une entreprise avec plusieurs établissements et que vous subrogez vos salariés, vous maintenez donc leur salaire pendant l'arrêt de travail. L'entreprise, le siège, peut décider que finalement, un des établissements va concentrer les indemnités journalières. Donc là, vous voyez, on a donc l'établissement mère et on a donc 3 établissements, A, B et C. Et on a décidé que ce serait l'établissement C qui allait centraliser toutes les indemnités journalières. Alors, lorsque un salarié de l'établissement A, ici, tombe malade, le premier réflexe pour l'établissement A, c'est de réaliser un signalement DSN. Donc pour cela, il va dans son onglet arrêt de travail de son logiciel et il va compléter ici les éléments du bloc 60. Sur ces éléments du bloc 60, il y a une rubrique spécifique ici, vous voyez 600 qui s'appelle donc le SIRET centralisateur. Et effectivement, cette information doit être alimentée ainsi que les coordonnées bancaires de l'établissement C. Donc finalement, que ce soit un salarié de chez l'établissement A ou de chez l'établissement B, quand vous réalisez le signalement d'événements et que vous remplissez le bloc 60, pensez à remplir cette rubrique avec les informations concernant l'établissement C. Alors, j'attire votre attention sur une anomalie également concernant le SIRET centralisateur. Imaginons que vous réalisiez votre signalement et que on vous fasse un compte-rendu vous indiquant que on ne peut pas traiter l'attestation. Imaginons par exemple, suite à une erreur de paramétrage, les informations qui remontent relatives aux rémunérations sont inexactes. Donc là, vous allez devoir, je vous l'ai dit tout à l'heure, réaliser une attestation rectificative en passant par Net Entreprise. Mais faites bien attention. Vous savez que quand on se connecte sur Net Entreprise, on se connecte avec le SIRET de l'établissement. Ce sont des informations qu'on ne peut pas changer puisqu'elles ont été créées au moment de l'inscription sur Net Entreprise. Si vous réalisez l'attestation rectificative, il faut que le numéro de SIRET qui apparaisse soit le numéro de l'établissement C et non pas le numéro de l'établissement A. Donc, au moment où vous réalisez l'attestation, vérifiez que vous avez bien accès à l'ensemble des SIRET, sélectionnez le bon SIRET, car effectivement, si vous vous êtes trompé, que se passe-t-il? Vos attestations arrivent chez nous. On a un signalement d'événement qui est arrivé avec un SIRET centralisateur et on a une attestation qui malheureusement est arrivée avec le SIRET de l'établissement A. Le système considère qu'il y a donc là 2 SIRET, 2 employeurs et va faire un multi-paiement. Bien sûr, le paiement est erroné, ça va donner suite à une régularisation et à une créance. Donc, soyez bien vigilants à compléter correctement donc, les coordonnées avec donc, le SIRET centralisateur. Alors désormais, vous savez parfaitement ce que représente ce fameux bloc 60 qui est donc l'onglet arrêt de travail sur vos logiciels de paye qui est à compléter dans le cadre donc d'un signalement d'arrêt de travail. Alors finalement, je vous le disais, l'attestation, pour qu'elle puisse se reconstituer chez nous, il faut que le paramétrage ait bien évidemment été correct
et que vous réalisiez ce signalement en venant compléter ici toutes ces rubriques du bloc 60. Donc, sous couvert que votre salarié soit bien reconnu par le système de l'assurance maladie, qu'il soit bien affilié à un centre de sécurité sociale, au moment où vous allez réaliser cet enrichissement du bloc 60, vous allez valider. Le système va quant à lui aller rapatrier toutes les informations telles que les rémunérations, le nombre d'heures travaillées ou encore les salaires établis qui ont été stockés dans la base de données lorsque vous avez émis donc vos DSN mensuels. Alors, je voulais attirer votre attention sur les changements. Effectivement, dans la vie d'un salarié, il peut y avoir des changements qui peuvent parfois être importants, tels que sur l'état civil, par exemple, ou encore sur ses contrats de travail. Il peut tout à fait changer de contrat au sein donc, de l'entreprise ou encore au sein d'une même entreprise, changer tout simplement d'établissement. Ces événements viennent impacter la paye et c'est important que vous complétiez des rubriques spécifiques qui sont dédiées au changement. Effectivement, vous voyez, en cas de changement de contrat, il y a un bloc spécifique, ici vous le voyez, le bloc 41, qui est le bloc dédié au changement de contrat. De même, en cas de changement d'état civil, il y a un bloc spécifique, le bloc 31, dédié au changement d'individu. Alors, sachez qu'effectivement, il faut absolument compléter ces blocs, sous peine de voir le salarié avoir ses droits rompus. Effectivement, le système est incapable de rapatrier des informations lorsque le mois précédent, vous lui avez transmis donc une information avec un certain, par exemple, état civil ou un certain type de contrat. Finalement, le mois d'après, vous transmettez une information différente. Le système, en fait, n'arrive pas à faire le lien entre les deux et il y a une perte d'historique qui est réalisée à ce moment-là. Et qui dit perte d'historique dit rupture des droits du salarié puisqu'effectivement, en cas de signalement d'arrêt de travail, aucune attestation ne pourra se reconstituer chez nous du fait de cette absence d'historique. Donc, soyez bien vigilants avec ces fameuses rubriques. Donc, la fiabilisation de l'identification des salariés, c'est un enjeu majeur dans la DSN. À l'écran, vous voyez les types d'anomalies les plus retrouvées finalement chez nous et que vous seriez susceptible également de rencontrer. Donc, je vais vous expliquer comment résoudre ces anomalies. Donc, la première catégorie d'anomalies, c'est celle qui concerne l'identité du salarié. Donc, premier cas de figure, le salarié est bien reconnu par le système grâce à son numéro de sécurité sociale, mais il y a un problème sur son état civil. Donc, à ce moment-là, ça crée une anomalie qui, certes, n'est pas bloquante pour la DSN événementielle, mais qui devient alors une anomalie bloquante pour les signalements d'événements. Deuxième cas de figure, le salarié n'est pas du tout reconnu par le système. Donc, soit le numéro de sécurité sociale que vous avez indiqué est erroné, soit en fait la personne n'a pas du tout de numéro de sécurité sociale et vous lui avez créé donc un numéro technique temporaire pour lequel je vais prendre quelques minutes pour vous réexpliquer finalement comment on crée ce numéro. Donc, dans ces cas-là, le système ne reconnaît pas le salarié et donc va vous remonter une anomalie spécifique. Donc, à partir du moment où les anomalies vous ont été remontées, charge à vous bien évidemment de les corriger sur votre logiciel de paye. La deuxième catégorie, je dirais, d'anomalies qui est souvent retrouvée, c'est celles qui sont relatives au contrat de travail. Effectivement, souvent, il y a une apparition de contrat de travail le mois, là, ce mois-ci, vous passez votre DSN, sans avoir réalisé, par exemple, d'entrée de salarié sur le mois précédent, ou tout simplement une disparition du contrat de travail sur cette nouvelle DSN, sans avoir fait la fin de contrat, imaginons sur la DSN précédente. Ça peut être encore des changements de contrat sans avoir alimenté les rubriques changements spécifiques. Enfin, toutes ces anomalies vont conduire à des pertes d'historique et forcément donc vont conduire à une rupture des droits de vos salariés. Donc la consigne, c'est d'être vigilant, de bien modifier les anomalies sur le logiciel et de bien compléter les blocs spécifiques changements quand c'est nécessaire. Finalement, comment ça va se rematérialiser à votre écran? Ce que je vous explique. Donc là, je vous ai fait des captures écran de de ce que serait en fait le tableau de bord, vous retrouveriez ces informations. Donc, dans le premier cas de figure, ici, vous avez déposé votre DSN mensuel, aucune difficulté. Donc, la DSN est bien passée et vous voyez ici, c'est écrit régime général,
contrôle de l'identité des salariés, réussite du traitement. Donc là, c'est parfait. Et c'est bien passé, vous n'avez rien à faire. Deuxième cas de figure, donc vous avez eu accès à ce qu'on appelle ce fameux bilan d'identification des salariés. Et l'anomalie ici qui est remontée, vous voyez, ce sera inscrit catégorie non bloquant et le message, ce sera écrit salarié reconnu. Donc là, cette anomalie, c'est typique en fait des problèmes d'identification sur l'état civil du salarié. Donc là, par exemple, on a une difficulté sur les prénoms. Le système n'a pas reconnu donc les prénoms. Donc, le système est plutôt sympa avec vous puisque finalement, il vous donne la correction. La partie de droite, c'est ce que vous devez corriger et vous devez retranscrire donc sur votre logiciel de paye. Et dans le dernier cas de figure ici, c'est le cas où le numéro de sécurité sociale n'est pas reconnu par le salarié. Donc, si son numéro est erroné, la première chose, c'est lui demander une attestation d'affiliation à la sécurité sociale pour vérifier finalement son numéro. S'il y a un problème, l'inviter à voir avec l'assurance maladie, donc il nous appelle au 36 46. S'il n'avait pas de numéro, vous étiez dans l'obligation de créer un numéro technique temporaire. Et ce numéro technique temporaire, tant que vous l'utiliserez pour la DSN mensuelle, vous aurez toujours cette fameuse anomalie qui remontera vous indiquant salarié inconnu. Et donc, cette anomalie ne disparaîtra qu'au moment où vous aurez enregistré le numéro définitif du salarié donc sur le logiciel. Alors, voici à l'écran un résumé des 4 catégories d'anomalies les plus retrouvées et que vous seriez susceptible de rencontrer. Ce sont des anomalies qui vont toucher donc l'identification des salariés, donc je viens de vous en parler, des anomalies qui vont toucher les rémunérations, des anomalies qui vont toucher le remplissage du bloc 60 ou encore des anomalies qui vont toucher l'historique. Donc, quand il y a un problème sur l'identification des salariés, la première chose à faire, c'est bien sûr, si donc le salarié est en arrêt, déjà de réaliser une attestation de salaire sur Net Entreprise pour qu'on puisse le payer. Et d'aller tout de suite, d'avoir le réflexe d'aller sur le logiciel de paye et de finalement venir corriger l'identité du salarié de sorte que sur la DSN mensuelle suivante, il soit reconnu et que le système ne remonte pas d'anomalie. Quand il s'agit d'une anomalie sur les rémunérations. Alors, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les rémunérations, ce sont des éléments qui ont été paramétrés en amont avec l'éditeur de logiciel. Donc, s'il y a une anomalie spécifique sur cette partie-là, sachez qu'il faudra absolument réaliser une attestation sur Net Entreprise dans un premier temps pour qu'on puisse payer le salarié, mais il faudra surtout rappeler votre éditeur de logiciel afin qu'il vous fasse parvenir une version corrective. Dans le cadre d'une erreur du remplissage du bloc 60, donc concernant l'arrêt de travail, aucune difficulté, vous vous êtes trompé sur le dernier jour de travail, sur la date de subrogation, ne vous inquiétez pas, vous pouvez aller tout simplement réaliser une annule et remplace sur votre logiciel. Alors, le dernier cas de figure, c'est celui qu'on a vu ensemble, c'est dans le cadre de l'historique. Donc, quand il y a eu des changements de contrat, le système est incapable finalement de rapatrier les informations. Donc, soyez vigilants, pensez bien à venir alimenter donc ces fameux blocs contrats de sorte à ce que l'historique concernant le salarié soit bien présent. Et établissez une attestation de salaire sur Net Entreprise si au moment où finalement cette anomalie a été détectée, le salarié est en arrêt. Alors, le numéro technique temporaire, je vous en parlais, effectivement, la DSN exige que tous les salariés soient parfaitement identifiés et quand ils n'ont pas de numéro de sécurité sociale, il faut réaliser ce numéro technique temporaire. Donc, il est valable 3 mois. Renouvelable une fois, le temps que la sécurité sociale puisse immatriculer de façon définitive le salarié. Alors finalement, comment on va créer ce numéro technique temporaire? Alors déjà, en fait, il faut savoir qu'il peut comprendre entre 11 à 40 caractères. Donc dans un premier temps, il va commencer par un 1 ou un 2, selon le sexe de la personne. Ensuite, vous allez le faire suivre du sirène de l'entreprise et enfin, le faire suivre d'un identifiant unique qui pourrait être par exemple le matricule du salarié dans la paye. Alors, ce numéro technique, il doit rester stable dans le temps. Si le salarié change de contrat de travail, par exemple, change d'établissement, vous devez toujours transmettre les DSN avec son numéro technique temporaire tant qu'il n'aura pas eu son numéro définitif. Alors, c'est une solution provisoire, bien évidemment. À un moment donné, le salarié
obtient son numéro donc définitif, à ce moment-là, il faut que vous pensiez absolument à venir compléter les rubriques spécifiques dédiées au numéro de sécurité sociale et au numéro de technique temporaire. Donc, ce sont des rubriques du bloc 30. Donc, vous venez inscrire les deux informations, donc le NTT, le numéro définitif, et vous passez votre DSN afin que le système puisse rapatrier toutes les informations concernant ce même salarié. Vous passez votre DSN mensuel, donc vous allez avoir un bilan d'anomalie qui est présent, vous le consultez. Dès que vous verrez apparaître l'information salarié reconnu, à ce moment-là, vous pourrez retourner dans votre logiciel, supprimer le NTT et ne conserver que le numéro de sécurité sociale définitif. Alors, comment transmettons la DSN? Donc, vous déposez vos fichiers. Donc, il y a deux types de dépôt. Soit vous le faites via, vous déposez le fichier en EDI, c'est-à-dire en échange de données informatisées, donc directement sur le tableau de bord de NetEntreprise. Soit vous passez par une interface de programmation directement via votre logiciel de paye. Donc, vous émettez le fichier, vous le déposez. Je vous l'ai dit, il va subir toute une série de contrôles. À l'issue de ces contrôles, donc soit il est accepté, vous avez un certificat de conformité, soit il est rejeté. À ce moment-là, il faut que vous analysiez les erreurs afin de pouvoir les corriger dans le logiciel de paye et réémettre finalement cette DSN. Alors attention, si vous avez des problèmes d'interprétation au niveau des anomalies, sachez que dans le cahier technique, vous avez un index spécifique qui va vous permettre de reconnaître finalement et de déchiffrer ces anomalies pour pouvoir les corriger. D'autre part, au moment où vous allez passer votre DSN, soit vous êtes encore dans les temps et vous la passez, soit vous êtes en retard et à ce moment-là, vous pouvez la passer tout à fait le mois prochain sans aucune pénalité. Alors, on va passer à la seconde partie relative au signalement d'arrêt de travail. Donc, je vous l'ai expliqué en module initiation, quand votre salarié se met en arrêt de travail, vous devez réaliser un signalement. D'accord? Donc, la loi dit que vous avez 5 jours pour réaliser le signalement et que vous le faites dans tous les cas, même s'il s'agit d'un seul jour d'arrêt. Alors, il y a une petite tolérance en cas de subrogation, c'est-à-dire que si le salarié n'a pas été pénalisé durant le mois de l'arrêt et que finalement vous lui avez maintenu son salaire, vous pouvez avoir jusqu'à le mois suivant, finalement jusqu'à la DSN mensuelle suivante, pour réaliser le signalement d'événement. Donc, on est d'accord, les signalements d'événements viennent se substituer aux attestations de salaire. Alors, comment allez-vous faire? Tout simplement, vous allez aller sur l'onglet arrêt de travail de votre logiciel et puis vous allez compléter les rubriques que vous voyez à l'écran. Donc, le motif d'arrêt de travail dans un premier temps, la date du dernier jour de travail, la date de fin prévisionnelle et puis subrogation, pas subrogation et vous allez valider donc votre signalement. Alors, une toute petite précision, je vous ai dit tout à l'heure, il y a une tolérance en cas de subrogation. Vous n'êtes pas obligé de le faire dans les 5 jours et vous pouvez finalement la passer en même temps que la DSN suivante. Si au moment où vous réalisez vos DSN événementiels, la personne elle a bien repris le travail, bien sûr que vous n'allez pas m'indiquer une date de reprise de fin prévisionnelle, mais directement la date réelle de reprise de travail. Alors, le signalement du congé maternité. Alors, le congé maternité, effectivement, il présente une petite particularité. Il faut savoir que la salariée, à partir du moment où elle a déclaré sa grossesse à la CPAM, elle a le droit à un congé spécifique. Ce congé, ça s'appelle un congé pathologique. Il est de 14 jours et il est fractionnable. Alors, pour qu'on puisse se comprendre parfaitement, je vais vous demander de suivre l'exemple qui est indiqué à l'écran. Votre salarié vous envoie un arrêt maladie. Donc, le premier réflexe que vous avez, c'est d'aller réaliser un signalement d'événement. Donc, vous allez dans votre onglet arrêt de travail de votre logiciel de paye. Vous lui rentrez qu'il s'agit là d'un signalement en maladie. Le dernier jour de travail, ce sera ici la veille, donc le 14 mai. Et la date de fin prévisionnelle, ce sera donc ici la fin de l'arrêt, soit le 25 mai. Subrogation, pas subrogation, peu importe, vous validez le signalement, il part à la CPAM. Que se passe-t-il? 15 jours après, la personne vous envoie une prolongation. Il s'agit toujours d'une prolongation en arrêt maladie. Or, petite nuance, il y a une information qui est cochée sur cet arrêt maladie, c'est indiqué congé pathologique. Et le congé pathologique, la particularité, c'est qu'il est payé
au risque maternité. Et donc, effectivement, vous le comprendrez, il y a un changement de risque. Donc, vous serez dans l'obligation de réaliser un nouveau signalement, sachant qu'effectivement, la personne n'a pas repris le travail. Mais vous devrez réaliser tout de même un nouveau signalement en arrêt maladie. Et avant de réaliser ce nouveau signalement, il faudra penser à venir clôturer ici le précédent en indiquant comme date de reprise de travail pour le clôturer la date de fin du premier arrêt, soit le 25 mai. Donc à ce moment-là, c'est clôturé. Vous réalisez le deuxième signalement, donc c'est un signalement au risque maternité. Le dernier jour de travail sera toujours le même, donc à savoir ici le 14 mai. La fin de date prévisionnelle sera ici au 8 juin. Donc subrogation, pas subrogation, on valide. 2 semaines après, je reçois de nouveau une prolongation en arrêt maladie, mais cette fois-ci, je n'ai plus cette notion de congé pathologique. Or, je change de nouveau de risque puisqu'on a payé le précédent au risque maternité. Donc, vous devez de nouveau réaliser un signalement d'événement. Là encore, vous viendrez clôturer celui-ci en indiquant comme date de reprise le 8 juin et vous viendrez donc réaliser le nouveau signalement. La date de dernier jour de ce travail n'a pas changé, c'est toujours le 14 mai. Et cette fois-ci, la date de fin prévisionnelle passe au 22 juin. Et voilà, ainsi de suite, vous réaliserez toujours les signalements en suivant cette procédure. Le congé paternité. Alors, dès qu'en fait un de vos salariés se met en congé paternité, vous devez nous faire parvenir un signalement. Donc, normalement, dans les 5 jours qui suivent le début de son congé paternité. La particularité du congé paternité, c'est qu'en fait, la CPAM, elle a besoin d'un acte de naissance pour pouvoir payer finalement donc, ce congé. Et vous savez que l'acte de naissance, vous ne pouvez pas le transmettre via un flux DSN. Donc, je vous avais expliqué en module initiation qu'il fallait nous l'envoyer via une messagerie. Je vous avais d'ailleurs demandé de télécharger donc la liste des adresses des différentes CPAM pour pouvoir leur joindre les documents. Donc, je vous mets le lien en barre de chat pour ceux qui n'avaient pas eu l'occasion de le faire la dernière fois. Je voulais juste attirer votre attention sur le fait qu'en fait, dans le cadre d'un congé paternité, les pièces jointes doivent finalement respecter une norme d'identification bien précise. Je vous ai mis ici en bleu, vous voyez à l'écran. En fait, on doit les nommer comme ça. Risque, le numéro de sécurité sociale et la date d'envoi. Donc là, je vous ai mis l'exemple ici. Donc, c'est un congé paternité, donc c'est écrit PAT, le numéro de sécurité sociale et ici la date d'envoi. Alors, j'attire votre attention aussi sur parfois une petite erreur qui peut survenir. J'ai beaucoup d'employeurs qui m'indiquent ici le numéro de SIRET au lieu de me mettre le numéro de sécurité sociale. Alors bon, je vous en remercie, mais cependant, dans le cadre d'un RIB, ça pose aucun problème pour vous identifier, mais dans le cadre d'un acte de naissance, pour peu qu'en fait vous soyez une grosse entreprise avec beaucoup de salariés, c'est parfois compliqué. Donc, je vous demande d'être vigilant, s'il vous plaît, et de bien penser à indiquer un numéro de sécurité sociale. Alors, le signalement de congé d'adoption, c'est en termes de signalement un peu l'équivalent du congé paternité. Il faut savoir que là, le congé d'adoption peut être pris donc soit par l'un des parents, soit par les deux, partagé par les deux parents. Donc, la consigne, c'est que vous puissiez nous envoyer en amont de cette prise de congé donc le jugement d'adoption qui vous aura été remis par votre salarié. Et donc, dans les 5 jours finalement qui suivent le début du congé, vous réalisez votre signalement. Alors, la subrogation, donc vous savez tout ce que c'est. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? C'est parce qu'en fait, depuis qu'on est passé en DSN événementiel, on a constaté qu'il y a beaucoup d'erreurs sur les subrogations. Je pense que vous savez tous que quand vous réalisez une subrogation, la date de fin à indiquer, c'est la date de maximum autorisée par la convention collective. Or, il est vrai que dans le cadre du paramétrage de vos logiciels, maintenant, parfois ces dates peuvent s'alimenter automatiquement et le système va venir générer une date en fonction de la date d'arrêt prévisionnelle que vous avez rentrée dans le système. Soyez bien vigilants, pensez, quand c'est le cas, à venir changer cette date et à indiquer donc la date maximum autorisée par la convention collective. Je vous le disais en module initiation, quand la personne se met en arrêt, par exemple c'est un arrêt maladie, qu'il n'y a pas de changement de risque, on ne fait qu'un seul signalement. Tant que la personne n'a pas repris le travail, on n'en fait pas d'autre. Vous comprendrez que si la personne est prolongée et que vous m'avez fait un signalement limité aux dates du premier arrêt, dès que interviendra la prolongation, le système les paiera à l'assuré et ce n'est pas ce qu'on veut. Deuxième point d'attention, c'est les coordonnées bancaires.
bancaires. Vous savez que maintenant, c'est obligatoire. Elles doivent être véhiculées dans la DSN. D'ailleurs, quelle que soit la source d'attestation, que ce soit donc Net Entreprise ou DSN événementielle, les informations bancaires doivent apparaître. Donc, faites attention, certaines grandes entreprises peuvent avoir plusieurs comptes bancaires. Et le système, leur logiciel par défaut, va parfois en sélectionner un. Pensez bien à vérifier que c'est le bon compte bancaire sur lequel vous voulez voir les indemnités journalières arriver, car lorsqu'on recevra un signalement d'événement avec un autre compte, sachez qu'on procédera à la modification du compte bancaire dans le fichier employeur et que vous recevrez tous les versements d'indemnités journalières de vos salariés sur ce même compte bancaire. Donc, si ce n'est pas celui destiné aux indemnités journalières, ça va poser des difficultés. Donc, soyez vigilants quant à la vérification des coordonnées bancaires. Alors, la reprise de travail, il en existe de deux sortes. Soit la personne, finalement, elle était en arrêt de travail, elle a décidé de reprendre par anticipation. Donc, elle avait un arrêt de 5 jours, finalement, elle a été arrêtée 2 jours, elle reprend le 3e jour. Donc, à ce moment-là, vous êtes dans l'obligation de réaliser un signalement de reprise de travail sur le modèle des signalements qui ont été effectués précédemment. Et deuxième cas de figure, la personne finalement, elle a respecté son arrêt de travail, elle reprend comme prévu. Alors là, vous n'avez rien de spécifique à réaliser concernant l'assurance maladie. Cependant, vous devez absolument venir indiquer une date de reprise de travail sur votre logiciel. Comme vous le savez, vous transmettez mensuellement une information donc via la DSN et cette information, elle vient véhiculer tout ce qui concerne finalement la vie du salarié au sein de votre entreprise. Si vous n'avez pas pensé à venir clôturer le signalement et indiquer une date de reprise, le système véhicule l'information que le salarié est toujours en arrêt. Et au bout de 6 mois d'arrêt, vous savez que chez nous, on réétudie la situation des salariés pour vérifier s'ils ont toujours le droit aux indemnités journalières. Donc, sachez qu'avec la DSN, cette information de deuxième ouverture de droit que vous deviez réaliser avant, elle disparaît complètement pour vous. Donc, c'est une déclaration en moins que vous faites quand vous passez en DSN événementiel. Mais cette information, elle est toujours rematérialisée chez nous. Et il est vrai que nous allons la traiter, nous allons vous réaliser un refus. Du coup, vous allez rechercher l'information en nous indiquant que vous n'avez pas réalisé de signalement et que la personne, finalement, elle n'était pas en arrêt. Et on aura perdu mutuellement du temps. Donc, pensez bien à venir indiquer cette date de reprise de travail dans votre logiciel. Alors, je vous ai dit que les signalements d'événements, en fait, se substituaient à toutes les attestations, sauf une, malheureusement, le mi-temps thérapeutique pour l'instant. Donc, c'est prévu que ce le soit également, mais pour l'instant, ça ne l'est pas encore. Donc, si c'est le cas et que vous devez faire une attestation de mi-temps, pensez bien à aller compléter l'attestation directement sur Net Entreprise. Cependant, petite remarque, venez quand même valoriser les informations sur votre logiciel de paye du bloc 60 et du bloc 66 en indiquant que la personne est en mi-temps thérapeutique. Car effectivement, ces informations, elles seront véhiculées sur la DSN mensuelle. Alors, les cas particuliers, donc vous l'aurez compris, le mi-temps thérapeutique est exclu et l'historique insuffisant. Effectivement, vous savez qu'il faut au moins 3 mois de DSN mensuel pour pouvoir passer un signalement d'événement en maladie et au moins 12 mois pour faire un signalement d'événement en accident du travail. Voilà, donc on va passer à la troisième partie relative donc au tableau de bord. Alors, le tableau de bord, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, c'est une vue d'ensemble finalement de toutes les DSN que vous avez déposées, qu'elles soient mensuelles ou qu'elles soient événementielles. Alors, ce tableau de bord, il sera soit accessible via Net Entreprise si vous avez déposé vos fichiers en EDI, soit directement sur votre logiciel de paye si vous bénéficiez donc d'une interface de programmation. Alors, la fonction majeure du tableau de bord, la fonction première, je dirais, c'est de déposer les DSN quand on est en EDI. Déposer les DSN, c'est de suivre tous les bilans qui vont suivre ce dépôt de DSN. C'est de contrôler que finalement les informations ont bien abouti, car certes, votre obligation est de déposer la DSN, sachez cependant que vous n'êtes pas dégagé de vos obligations tant que l'information n'a pas été traitée par l'assurance maladie, qu'elle ne s'est pas correctement rematérialisée chez nous. Donc effectivement, charge à vous de contrôler toutes les informations qui se trouvent donc sur ce tableau de bord, dont les comptes rendus métiers qui sont émis donc par les différents organismes, dont nous, la CPAM.
Alors, faites attention, si vous recherchez une information directement sur le tableau de bord Net Entreprise, la profondeur de recherche, elle est de 3 mois. Effectivement, il n'y a pas d'historique mis à disposition sur Net Entreprise. Donc, si vous avez besoin de rechercher une information qui a plus de 3 mois, vous ne la retrouverez pas sur le tableau de bord. Donc, charge à vous de créer votre propre historisation, car vous n'êtes pas sans savoir qu'en cas de contrôle, vous êtes responsable de ce que vous avez déposé et devriez être en possibilité donc de justifier de vos dépôts. Alors finalement, comment on lit un tableau de bord concernant la partie de l'assurance maladie? Donc vous avez une image qui s'affiche ici à votre écran. Vous voyez la partie régime général. Donc là, vous avez 3 lignes en dessous. La première ligne, vous lisez contrôle d'identité des salariés. Là, ça signifie que tout simplement, il n'y a eu aucun problème. Le salarié a bien été reconnu par le système. En dessous, vous avez une information où c'est écrit préparation des données à la CNAM. Et là, vous voyez réussite du traitement. Donc, cette information signifie tout simplement que l'attestation s'est correctement rematérialisée à la CPAM. Et là, vous avez une troisième information où c'est indiqué Caisse nationale d'assurance maladie et c'est écrit compte rendu disponible avec notification. Alors, quand c'est indiqué avec notification, ça doit vous mettre la puce à l'oreille car effectivement, avec notification signifie quasiment toujours avec bilan d'anomalie. Et là, c'est le cas, vous voyez, quand vous avez ouvert la notification, vous voyez que le bilan est KO. On a bien pu reconstituer une attestation de salaire chez nous. Cependant, les informations qui figuraient sur cette attestation n'ont pas pu permettre son paiement. Donc, soyez bien vigilants à la lecture de toutes les informations du tableau de bord. Alors finalement, vous avez un schéma ici qui va résumer la cinématique de la transmission d'une DSN. Alors, quand vous allez déposer votre fichier, en DSN événementiel, il va subir plusieurs contrôles. Donc, le premier contrôle va être réalisé sur la structure du fichier, puis un deuxième contrôle sur la conformité des données au serveur et enfin un troisième contrôle qui va être réalisé sur l'identification du salarié. Donc, finalement, est-ce que le système va bien être capable d'identifier le salarié et de rapatrier toutes les informations des DSN mensuelles précédentes que vous avez transmis. Donc, à ce moment-là, si tous les contrôles sont passés avec succès, donc ça va se rematérialiser chez nous via donc un compte-rendu. Alors, les comptes-rendus métiers, sachez qu'il y en a pour tous les organismes, dont pour nous l'assurance maladie. Je vous ai mis à l'écran brièvement les autres organismes pour lesquels vous auriez également des comptes-rendus métiers. Comment ça va se rematérialiser chez nous finalement un compte-rendu métier? Tel que vous le voyez ici à l'écran, vous allez avoir les informations relatives aux salariés et surtout ici, vous allez avoir la raison pour laquelle l'attestation n'a pas été payée. Donc, dans le cas à l'écran, on voit qu'on n'a pas d'acte de naissance. Et donc, premier réflexe à avoir, c'est de nous envoyer l'acte de naissance à l'adresse mail qui est indiquée en dessous. Alors, si effectivement, je devais résumer tout ce que je vous ai dit depuis le début de ce webinaire, finalement, une DSN réussie, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement dans un premier temps donc un bon paramétrage du logiciel. C'est une transmission des DSN mensuels sans anomalie. C'est un envoi des signalements DSN dans les temps impartis et c'est surtout un contrôle rigoureux du tableau de bord. Alors, une fois toutes ces étapes passées, quand vous êtes une entreprise et que vous avez subrogé vos salariés, vous attendez de recevoir les indemnités journalières. Effectivement, à ce moment-là, il y a un service qui est mis à votre disposition sur notre entreprise qui s'appelle BPIJ et qui vous permettra de consulter les bordereaux de paiement. Alors, on va passer à la dernière partie qui concerne donc l'offre digitale de l'assurance maladie. Donc, je vous en avais parlé brièvement lors du module initiation. Je vous le rappelle aujourd'hui. Donc, à l'ère numérique, toutes les administrations ont dématérialisé leurs déclarations. L'assurance maladie n'échappe pas à cette logique. Vous avez à l'écran toutes les déclarations donc, qui ont été dématérialisées nous concernant. La première, c'est la déclaration d'accident du travail. Sachez qu'en fait, elle est obligatoire, que vous avez 48 heures pour la réaliser et que je vous encourage à la réaliser en ligne. Alors, pour tous les employeurs qui ont perdu leurs identifiants, pour lesquels les personnels ont changé et qui ne sont plus formés, sachez qu'on est à votre disposition. On vous propose des
formation gratuite et on vous assiste. Alors, vous avez DSIJ, c'est le service des attestations de salaire sur Net Entreprise que vous utiliserez lorsque vous devrez, par exemple, réaliser une attestation rectificative ou une attestation en mi-temps thérapeutique. Vous avez donc la DSN qu'on vient de voir, BPIJ qui est également le service de consultation des bordereaux de paiement, DAE pour détachement à l'étranger. Quand vous enverrez vos salariés pour des missions de moins de 3 mois, vous pourrez télécharger les attestations sur ce service-là. Et vous avez le compte ATMP. Alors, le compte ATMP, ça vous permet de suivre donc votre taux accident du travail. Ça vous permet d'obtenir votre notification. Sachez que c'est devenu obligatoire depuis janvier de cette année. Donc, soyez vigilants. Si vous n'avez pas souscrit le service et demandé la dématérialisation de la notification, vous pouvez encourir des pénalités. Donc, jetez un œil. Et ce service-là est très intéressant car il permet également de demander des subventions spécifiques quand vous y êtes éligible. Vous avez QRP, questionnaire risque professionnel. Alors, ce service de dématérialisation concerne les accidents du travail. Sachez qu'il n'est pas disponible sur Net Entreprise, mais sur le site Amélie Entreprise. Donc, dans le cas d'une instruction d'accident du travail, donc la première fois, le service accident du travail vous envoie une notification avec vos identifiants, vous créez votre compte, c'est définitif. Toutes les fois où on aura à communiquer avec vous, donc vous remplirez les questionnaires via cette plateforme. Et vous pourrez également consulter toutes les pièces du dossier accident du travail ou maladie professionnelle avant la prise en charge par l'assurance maladie. Et enfin, le dernier service, c'est le service d'immatriculation des travailleurs salariés. Alors, voici à l'écran les 3 sites que vous devez absolument mettre en favori sur votre ordinateur. Donc, vous avez le site amélie.fr qui est le site de l'assurance maladie. Donc, que ce soit à titre professionnel ou à titre personnel, c'est le site où vous retrouverez toute la réglementation de l'assurance maladie, mais surtout, vous pourrez y suivre toute l'actualité. Alors, Net Entreprise, le fameux portail de déclaration sociale. Donc, comme vous le savez, vous le connaissez d'ailleurs déjà tous. Alors, ce qui est très intéressant sur ce site, c'est leur base de connaissances très enrichie, mais c'est surtout en fait que vous pourrez accéder à des petits tutoriels de formation, des petits MOOC qui sont très très ludiques et qui sont parfois basés sur des cas concrets de paye que je n'ai pas pu voir en détail avec vous aujourd'hui car ça ne concerne pas forcément tous les employeurs. Donc n'hésitez pas à aller voir ces petits tutoriels de formation. D'ailleurs, on vous a mis normalement en lien un lien sur le chat concernant le tableau de bord. Effectivement, il y a une petite vidéo qui est très très bien faite et qui vous explique toutes les fonctionnalités du tableau de bord. Donc, n'hésitez pas à la visualiser. Et enfin, le dernier site de référence, c'est le site DSN Info, sur lequel vous retrouverez toutes les informations relatives à la réglementation DSN. Ça nécessite une toute petite inscription avec une adresse email et vous pourrez suivre donc en détail toutes les informations relatives à la DSN et vous serez surtout alerté quand il y aura des modifications, par exemple du cahier technique ou du journal de maintenance. Donc, n'hésitez surtout pas à vous inscrire. Alors, si malgré tous ces sites, vous aviez encore besoin d'être accompagné, sachez qu'il y a une hotline qui est mise à votre disposition au 36 79. Donc, en cas de réclamation, vous pouvez également les solliciter. Si vous avez un problème d'ordre technique concernant l'inscription, imaginons que vous êtes un comptable ou un tiers déclarant et que vous souhaitez faire une inscription en portefeuille, sachez que les téléconseillers de Net Entreprise restent à votre disposition. De même qu'il y a une hotline DSN dédiée donc aux problèmes techniques en DSN. Voilà, alors je vous remercie tous d'avoir suivi aussi nombreux cette deuxième édition dédiée à la DSN. J'espère que ça aura pu vous apporter un éclairage supplémentaire sur la réalisation des signalements d'événements. Donc, nous restons à votre disposition pour vous assister, que ce soit sur la DSN ou sur les téléservices. Vous avez nos coordonnées qui s'affichent à l'écran ainsi que notre adresse mail. Donc, merci encore. Je vous donne rendez-vous pour nos prochains événements pour lesquels nous ne manquerons pas de vous inviter. Je laisse donc la parole à ma collègue Ingrid qui va répondre donc à l'ensemble de vos questions que je crois assez nombreuses sur le chat. Merci à tous, à très bientôt. Alors, merci Karima. Alors, je vous ai adressé dans le chat un lien concernant le questionnaire de satisfaction. Donc, je vous invite à prendre quelques instants pour y répondre afin de nous permettre justement de nous améliorer et de tenir compte de vos différentes observations.
Donc, je vais tenter de répondre à l'ensemble de vos questions. J'ai vu dans le chat que certains avaient répondu à certaines questions. Je vous en remercie. Si je n'ai pas le temps de répondre à toutes vos questions, alors pas de panique, surtout pas. On va apporter toutes vos réponses à l'issue du webinaire et nous vous enverrons donc le support de présentation, les questions-réponses et aussi le questionnaire de satisfaction si vous n'avez pas eu le temps de cliquer sur le lien. Alors, petite précision, toutes les questions qui concernent des dossiers spécifiques ou particuliers, je vous invite à nous les transmettre par mail à l'adresse qui est affichée à l'écran et de nous joindre aussi par mail. Donc là, on va commencer par la première question. Donc, je remonte pour arriver sur la première question. Alors, lorsque je lance une DSN, j'ai des anomalies pour les arrêts en accident du travail. Je ne comprends pas le message. Donc, je vous avais demandé une précision sur le message. Et c'est le contrat du salarié est associé à un régime de base de risque AT qui n'est pas géré par la Caisse nationale d'assurance maladie. Donc, en fait, il faut voir avec votre salarié s'il fait bien partie du régime général, puisque nous, assurance maladie, nous traitons tout le régime général. Si votre salarié fait partie du régime, par exemple, des fonctionnaires, nous ne prendrons pas en charge. Mais non, mais excusez-moi, Oui, j'interviens parce que c'est oui. moi qui ai posé cette question. Le problème, c'est que c'est pour tous nos accidents de travail. Donc, c'est pas possible que tous nos salariés, dès l'instant où ils sont en accident de travail, Oui. qu'il y ait un problème. Parce que quand ils sont en maladie, ça fonctionne. Alors, il faudrait vérifier dans votre logiciel, voilà, le paramétrage au niveau du régime, voir si ce n'est pas une anomalie et donc vous rapprocher de votre éditeur de logiciel. S'il n'a pas paramétré pour tous vos salariés, le régime peut être fonctionnaire alors qu'il y a certains vacataires qui font partie du régime général. Donc là, je vous invite à vous rapprocher de votre éditeur de logiciel. D'accord, ça ne peut pas faire partie d'un bloc particulier qui serait mal renseigné. C'est possible. Oui. Ouais, donc, voir. OK. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, deuxième question. Alors, faut pas que j'aille trop vite. En cas de salaire reconnu, nous sommes d'accord que le salarié est indemnisé malgré tout. Alors, si nous avons tous les éléments, oui, puisque maintenant, il est reconnu par le système. Alors, suite à une reprise anticipée, doit-on refaire un signalement d'événement DSN, en annuler et en place? Alors, pour une reprise anticipée, non, puisque lorsque vous allez aller sur votre logiciel, vous avez alors soit une petite case à cocher pour reprise anticipée, et là, vous allez indiquer la date de reprise anticipée, ou un petit menu déroulant dans lequel vous allez sélectionner reprise anticipée et vous allez pouvoir envoyer votre signalement. Donc, il arrivera chez nous, ça va reconstituer chez nous une attestation de salaire qui nous indiquera donc la date de reprise anticipée de votre salarié. Et surtout pas une annulaire en place. Ensuite, un salarié qui vient d'être embauché et n'a pas d'historique 3 derniers mois, comment fait-on pour ne pas que ce soit une anomalie? Alors déjà, vous allez devoir insérer dans votre logiciel la rubrique embauche. Donc, c'est dans le bloc 30 et la rubrique 23 pour pouvoir déclarer le mois suivant votre embauche. Donc, par exemple, je donne un exemple concret. Vous clôturez votre paye le 25 de ce mois, mais vous avez embauché un individu juste après, donc le lendemain. Donc, vous allez devoir déclarer cette nouvelle embauche sur la DSN du mois de février que vous déposerez au mois de mars. Donc, la rubrique dans date de début de contrat, vous allez indiquer la date réelle d'embauche, donc le 26 janvier. La rémunération de la période donc du 26 au 31 donc, sera rattachée à la période de paie principale du mois de février. Donc, ça, c'est tout à fait normal. Et dans la rubrique embauche, où vous allez renseigner donc, la valeur nouvelle embauche pour que ça soit effectif dans la DSN mensuelle suivante.
Et quand vous allez déclarer donc cette nouvelle embauche dans la DSN du mois de mars que vous aurez déposé au mois de février que vous allez déposer au mois de mars, ensuite vous n'aurez plus besoin de l'historique. Vous avez besoin d'un historique simplement si votre salarié est arrêté pour un arrêt maladie, paternité, maternité. Si c'est ce cas, vous allez devoir renseigner le salaire rétabli, comme l'a précisé Karima précédemment dans le diaporama, un salaire rétabli, puisque il n'y a pas réellement de salaire. Donc, s'il est arrêté, il est embauché au mois de janvier et qu'il est arrêté au mois de février, vous allez pouvoir faire votre signalement avec des salaires établis, puisque nous allons prendre les salaires établis d'octobre, novembre et décembre. Voilà, puisqu'on a une nouvelle embauche au mois de janvier. J'espère que j'ai été claire. Lorsqu'un salarié est en maintien maladie pour 6 mois, lorsqu'il ne sera plus en maintien au bout de 6 mois, son salaire sera reconstitué automatiquement. Alors, le maintien de salaire, c'est vous qui allez le faire. C'est-à-dire que sur votre signalement, vous allez nous indiquer des dates de subrogation. Donc, pour 6 mois, vous allez maintenir donc son salaire pendant cette même période. Au-delà des 6 mois, nous aurons toujours des arrêts de travail de la part de ce salarié-là. Et au lieu de vous verser les indemnités journalières, nous allons lui verser à lui. Ensuite, si vous avez une complémentaire santé, vous allez pouvoir lui compléter son salaire. Mais ça, tout dépend du contrat que vous avez avec votre complémentaire santé. Alors, je remonte un petit peu. On m'avait demandé de préciser le sigle API, donc je vous ai précisé que c'était une interface qui permettait en fait de s'authentifier directement pour pouvoir déposer vos DSN sans avoir à aller sur NetEntreprise. En fait, c'est de votre logiciel de paye directement, soit auprès de l'URSSAF, soit auprès de l'assurance maladie, mais c'est vraiment c'est du machine to machine. En fait, ça complète la DSN. Ensuite, lors de l'explication de l'exemple de Karima sur le congé maternité, il y a eu une question, pourquoi au troisième signalement, il y a été indiqué une nouvelle carence, alors que c'est toujours une prolongation ou non? Alors, oui, c'est une prolongation de l'arrêt, mais le risque est changé, puisqu'on passe de la maladie au congé pathologique qui est identifié en maternité, puis on repart sur de la maladie et après on va repartir sur de la maternité. Donc à chaque changement de risque, oui, nous allons reprendre de la carence. Donc pour les 2 arrêts maladie, il y aura 2 fois de la carence et pour la congé pathologique et maternité, il n'y a pas de notion de carence. C'est pour ça que on préconise auprès du médecin et du salarié de prendre le congé pathologique à coller en fait au congé maternité pour éviter justement cette reprise de carence. Il faut savoir que le congé pathologique peut être fractionnable. Donc les 14 jours, on peut prendre 7 jours et reprendre 7 jours plus tard, mais toujours être en continu avec un arrêt maladie, congé pathologique, arrêt maladie, congé pathologique, arrêt maladie et maternité. Et à chaque fois qu'on va revenir sur le risque maladie, on reprendra à nouveau 3 jours de carence. Lorsqu'un intermittent du spectacle est en arrêt maladie, comme c'est des contrats spécifiques, il n'y a pas de dernier jour de travail. Alors, comment faut-il faire? Donc, si c'est des arrêts maladie, pour le dernier jour de travail, vous allez indiquer le dernier jour, donc la veille de l'arrêt de travail. Il n'y a pas réellement de dernier jour de travail réel, mais la législation prévoit que, mais même hors intermittent du spectacle, pour tout salarié du régime général, le dernier jour de travail, vous devez indiquer systématiquement la veille de l'arrêt. Il y a une seule exception, c'est lorsque le salarié se présente, par exemple, il vient aujourd'hui et en fait, il se sent vraiment pas bien, donc il rentre chez lui, donc il a commencé sa journée, donc toute journée commencée
est dû par l'employeur. Il va voir son médecin le jour même. L'arrêt est daté du dernier jour de travail. Donc, le dernier jour de travail sera le même jour que l'arrêt de travail. C'est la seule exception. Voilà. Là, je suis remontée un peu trop haut. Donc, j'ai répondu au fractionnement du congé pathologique. Alors, nous n'avons pas la subrogation. Peut-on tout de même effectuer le demi-traitement à nos agents? Oui, ça, c'est votre gestion en interne. Nous n'intervenons pas du tout là-dedans. À partir du moment où, sur l'attestation de salaire qui va être reconstituée suite à l'envoi de votre signalement, vous allez nous indiquer des dates extrêmes de subrogation en fonction de votre convention collective, pardon. Donc vraiment, ne pas vous limiter à l'arrêt de travail, parce que là, il y a un risque que c'est votre salarié qui perçoit les indemnités journalières. Bien vous conformer aux dates extrêmes de votre convention collective, ça peut être 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça peut être 1 an, ça peut être la totalité de l'arrêt. Donc, et à partir du moment où vous nous avez indiqué ces dates, nous, on va se borner à ça. Au-delà, dès que c'est terminé, dès le lendemain, et si on a un arrêt de travail, on poursuivra les indemnités journalières, mais en faveur de votre salarié. Alors, déclaration de reprise en annulaire en place. Donc, oui, dès que vous allez faire une déclaration de reprise de travail, en fait, ça ne va pas être une annulaire en place. Vous allez simplement indiquer dans votre logiciel une date de reprise. Ça ne va pas générer chez nous un signalement d'événement. Il n'y a pas à le faire. Puisque ça va juste clôturer l'arrêt. Nous, on ne paiera pas au-delà puisqu'on n'aura plus d'arrêt de travail, on n'aura plus de certificat médical qui continue, qui prolonge l'arrêt, donc on ne mettra plus d'indemnité journalière. Donc, bien indiquer une date de reprise dans votre logiciel, donc ça clôture bien l'arrêt, ça évite justement de générer une attestation pour un arrêt supérieur à 6 mois qui serait inutile puisque le salarié a bien repris. Il faut vraiment bien mettre cette date de reprise puisque dans votre logiciel, ça va clôturer l'arrêt. Si vous ne le faites pas, pour lui, le système, même s'il n'y a pas d'arrêt de travail qui est alimenté dans votre logiciel, pour lui, il a une date de départ, mais il n'a pas une date de fin. Donc, pour lui, à partir du 4e mois, 5e mois, il va générer automatiquement une attestation de salaire pour un arrêt supérieur à 6 mois, mais à tort. Donc, pensez bien à indiquer une date de reprise dans votre logiciel sans générer de signalement. Alors, pour récupérer les BPIJ, c'est un service payant. Alors non, c'est un service qui est gratuit. Vous pouvez l'obtenir depuis votre compte Net Entreprise. Pour les bordereaux de paiement, ça concerne uniquement les paiements subrogés et pas les paiements qui sont faits auprès de vos salariés. Pour ça, il faut vous rapprocher de vos salariés pour obtenir les décomptes. Si vous avez des difficultés pour obtenir vos bordereaux de décompte, n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter à nos numéros qui ont été fournis précédemment. Et on va vous accompagner sans aucun souci. Est-ce que l'on peut avoir accès sur amélie.fr comme tiers déclarant pour tout client du cabinet? Alors, sur amélie.fr, non, puisque c'est un site qui va vous informer sur la législation, la réglementation, qui va vous donner des informations générales. Par contre, sur Net Entreprise, oui, vous pouvez avoir accès à tous vos clients de votre cabinet. Il faut juste vous mettre en format portefeuille. Donc là, il faut contacter Net Entreprise pour faire la bascule. Alors, j'ai également des numéros SIRET qui ne sont pas reconnus pour pouvoir déclarer les arrêts maladie. Alors, vos numéros SIRET, il faut bien les contrôler. Vous avez un contrôle SIRET, donc un petit applicatif qui vous permet sur Net Entreprise de contrôler tous vos SIRET, qui soient bien reconnus. Après, quand vous êtes sur votre compte Net Entreprise et qui sont bien reconnus, à vous d'aller donner des habilitations et des droits à votre société. Donc, si vous avez le SIRET A, vous avez bien les déclarations pour les DSN, pour la déclaration d'accident de travail, etc., il va falloir aussi aller donner des habilitations aux gens que vous avez sur cet établissement-là. Il faut bien faire tout ça. Si vous avez vous voulez avoir plus de détails sur ça, n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter ou appeler Net Entreprise.
Alors, Nomura ne fonctionne pas. Cela nous dit que c'est uniquement valable lorsqu'on appelle de l'étranger. Alors, normalement, c'est ce que nous avait communiqué Net Entreprise pour éviter le 3679. Vous aviez un 01. Là, il faudrait qu'on revoie avec eux. On va revenir vers vous à ce sujet. Alors, si l'attestation accident de travail est envoyée trop tard et que la déclaration d'accident de travail n'est pas validée, l'attestation était refusée. Il faut la renvoyer plus tard, c'est peut-être ça. Alors, dans un premier temps, lorsque vous êtes avisé qu'il y a un salarié qui a été victime d'un accident de travail, vous devez établir dans un délai des 48 heures, à partir du moment où vous en avez connaissance. Le délai va démarrer à partir du moment où vous en avez connaissance. Vous n'êtes pas encore devin, donc vous ne pouvez pas anticiper la déclaration. Donc, dès que vous en avez connaissance, vous avez 48 heures pour établir la déclaration d'accident de travail sur Net Entreprise. Vous pouvez faire dans la foulée l'attestation de salaire. Si vous n'avez pas le temps ou si ce n'est pas vous qui êtes en charge de l'attestation de salaire, vous pouvez demander au service compétent de faire l'attestation de salaire pour qu'on puisse la recevoir. Si la déclaration a été faite un peu plus tardivement que l'attestation de salaire, vous n'avez pas besoin de refaire l'attestation de salaire puisqu'elle nous est bien arrivée. Vérifiez bien vos comptes rendus. On va juste la mettre de côté en attente et on va pouvoir donc la rechercher si on en a besoin. Alors, sur la première question, voir la structure 40 039, code régime de base, arrêt accident de travail. Donc ça, on avait répondu. Alors, oui, le diapo. Alors, j'ai raté le début du webinaire. Pourrait-on avoir le diapo? Oui, le diapo va vous être transmis par mail, ainsi que le questionnaire de satisfaction, l'ensemble des questions-réponses, et on vous mettra un lien pour revoir en replay le webinaire. Donc, il serait par mail. Ils sont bien contrôlés, mais c'est ce que je comprends. Alors, si c'est bien contrôlé, vos habilitations sont OK aussi, ben, il faudrait nous contacter pour qu'on puisse voir avec vous et vous accompagner individuellement. Voilà. Alors, j'espère avoir répondu à l'ensemble de vos questions. N'hésitez pas à nous faire part de votre satisfaction ou non de notre webinaire. On vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres webinaires sur d'autres sujets. On vous dit à bientôt. On vous remercie pour votre participation et on vous souhaite une excellente journée. Au revoir à tous. Merci et au revoir également. Au revoir.